programa hemos estado revisando la situación en Haití y le cuento que el pasado fin de semana la capital del país vivió intensos tiroteos cuando fue atacada una base policial. Mientras la situación humanitaria continúa en deterioro, hay cerca de 5 millones de haitianos que están enfrentando hambre todavía sin una solución política para alcanzar la transición. Vamos a platicar nuevamente, como hicimos hace algunos días, con el periodista haitiano Rodli Santiné, quien se encuentra refugiado en Francia después de escapar de su país amenazado de muerte, y estamos nuevamente enlazados con él para conversar un poco más de la situación que se vive en el país caribeño. Rodli, merci encore une fois pour cet entretien. Merci à vous de me recevoir. Bon, alors la dernière fois qu'on a parlé, vous nous disiez que Haïti passait par une situation très grave et maintenant le pays connaît une attente tendue pour la mise en place d'un gouvernement de transition après la démission du Premier ministre Ariel Henry le 11 mars. Quelle est votre prévision? Allô? Creo que tenemos ahí problemas de enlace. Le pregunté al periodista Rodli Santiné sobre la situación en el país, sobre todo ante la perspectiva de pues, un gobierno de transición que se estaría formando luego de que el 11 de marzo el primer ministro Ariel Henry presentó su renuncia. Rodli, vous nous écoutez? Oui, oui, je suis là. Je ne sais Oui, pas oui. si Alors, quelle est vous... votre prévision des prochains jours en Haïti? Bon, et jusque-là, si nous sommes dans l'incertitude la plus totale, en fait, et il y a un nouveau gouvernement qui se fait attendre encore, et là encore, les acteurs politiques ont beaucoup de difficultés à se mettre d'accord sur des choix de membres du gouvernement et aussi même sur les processus de mise en place. Jusque-là, c'est une situation très confuse que nous vivons. Bueno, me dice que están viviendo en Haití en una incertidumbre total. Está decidiéndose pues cuáles serían los actores políticos que formarían parte del acuerdo y también el proceso para llevarlo a cabo. Y mientras tanto, pues el país está en una espera. Est-il inévitable, vous diriez, que les membres des groupes criminels participent dans le nouveau gouvernement, le gouvernement de transition? C'est inacceptable et je pense que ce serait vraiment un très mauvais précédent pour le pays qu'on ait un gouvernement avec la cohabitation des membres des groupes criminels. Et même si lors de la dernière sortie d'une ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, Madame Pamela Wright, me soutient qu'il faudrait y avoir un accord avec les bandes criminelles et que les bandes criminelles ont leur rôle à jouer, leur place dans un nouveau gouvernement pour une sortie de crise. Mais je pense, et c'est l'avis de bon nombre d'Haïtiens, pour la plupart, donc avoir un gouvernement avec la cohabitation des gangs, ça va vraiment continuer à saboter davantage l'image d'Haïti à l'international. Comment Haïti va pouvoir se représenter au concert des nations avec un gouvernement, avec des chefs criminels. Donc c'est vraiment ahurissant, c'est inacceptable que on puisse avoir un gouvernement avec des bandits, des gens qui ont tué, violé, kidnappé, des gens qui contribuent, et jusqu'à aujourd'hui encore, à la dégradation la plus totale du pays. Donc, c'est vraiment insoutenable, inacceptable pour nous, Haïtiens, et d'entendre même, parce que moi-même, personnellement, j'étais étonné d'entendre qu'une ancienne ambassadrice puisse envisager que pour une sortie de crise, qu'on puisse cohabiter avec des chefs de gang. C'est vraiment, ça va renforcer l'impunité, ça va vraiment, c'est ahurissant. Bueno, le pregunto pues si es inevitable
que las bandas criminales que actualmente pues, se han hecho del poder en Haití a través de la fuerza, a través de las armas, participen en el gobierno de transición que se está formando, y me dice que para él y para muchos haitianos sería inaceptable, y que le sorprendió mucho que una ex embajadora de Estados Unidos en Puerto Príncipe haya propuesto esto por la fuerza que tienen las bandas criminales, pero me dice nuestro entrevistado que cómo va a poder representarse Haití a nivel internacional, cómo va a poder mejorar su imagen si participan en su gobierno personas que han robado, que han matado, que han violado, que han degradado al país. Rodli, une nouvelle force multinationale, quels sont les espoirs qu'elle puisse servir à apporter de l'aide pour les 5 millions d'Haïtiens affamés? On a très peu de doutes par rapport à une solution venue des forces internationales, parce qu'on a déjà expérimenté pas mal de missions en Haïti. Pour quel résultat? Jusque-là, il n'y a pas du tout de résultat, ce n'est que ça a aggravé en quelque sorte la plupart du temps la situation du pays. On se le rappelle avec le choléra en Haïti qui a été apporté par les contingents népalais de la ministère, entre autres. Donc, on a fait pas mal d'expériences et avec des missions internationales qui n'ont donné aucun, mais vraiment aucun résultat. Moi-même, je pense, et c'est l'avis de pas mal de citoyens et haïtiens, je pense que la solution ne peut être qu'une solution haïtienne. Et de là à ce qu'on nous impose des ultimatums pour qu'on puisse monter un gouvernement, pour qu'on puisse faire les choses selon les bonnes volontés de l'international. Et pour nous autres Haïtiens, nous pensons d'abord c'est insultant et c'est aussi renforcer cette forme de paternalisme et renforcer l'impérialisme de l'international vis-à-vis d'Haïti en fait. Donc nous pensons que la solution doit être une solution haïtienne et pour nous autres Haïtiens, moi-même en particulier, nous n'avons aucun problème à ce qu'il y ait un conseil gouvernemental, à ce qu'il y ait, comme on dit, un conseil présidentiel de 7 membres ou de 5 membres qui puisse mener une transition. Mais il faut que premièrement, c'est de la volonté des Haïtiens. C'est pas CARICOM ou les États-Unis ou autres pays, c'est pas à eux de nous imposer des conditions pour avoir un conseil présidentiel. Et d'ailleurs, pour être membre, pour être accepté dans ce conseil, chaque parti devrait se mettre d'accord sur l'arrivée d'une force multinationale, alors que nous sommes d'accord que c'est pas une force multinationale qui va résoudre ce problème. D'ailleurs, on parle de 4000 policiers ou un peu plus, en fait, et avec des sommes des millions de dollars qu'on va investir encore une fois dans une mission internationale. Mais on se demande, nous, Haïtiens, et si on est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser cet argent-là pour investir en termes de matériel, en termes de moyens, d'équipement et investir directement dans la police nationale et que la police nationale qui maîtrise parfaitement le terrain puisse apporter une solution beaucoup plus efficiente que des soldats ou des policiers venus d'ailleurs qui ne maîtrisent pas du tout Haïti, qui ne connaît pas la géographie du pays, qui ne connaît pas la culture, qui ne connaît pas les conditions socio-économiques et tout. Et ça risque de tourner un carnage, en fait, parce que les ghettos, les banlieues en Haïti, où il y a des bandits, en fait, il y a encore une population civile. Donc, quitte à faire des massacres, en fait. Et il n'y a que des policiers qui maîtrisent la géographie, qui maîtrisent le terrain, qui puissent vraiment directement apporter une solution. Ça, c'est mon avis, en fait, et qui est plutôt partagé par bon nombre d'Haïtiens. Bueno, le pregunto sobre la formación de una nueva fuerza multinacional, una más que intervendría en Haití para tratar de apaciguar las cosas, y me dice, pues ya lo experimentamos, ya han venido muchas veces aquí, nos han traído a veces muchos problemas, incluso el cólera.
y bueno, dice que una solución, cualquier solución debe ser haitiana y no a través de una fuerza multinacional que no conoce la geografía del país, que no conoce la cultura y no debe ser una imposición por parte del CARICOM, la Organización de los Países del Caribe o de Estados Unidos, imponiéndoles un gobierno de transición para después que entre una fuerza multinacional. Estamos conversando con el periodista Rodli Santiné sobre la situación en Haití, una situación que pues interesa desde el punto de vista del interés público, no solamente porque se trata de un país hermano, sino también porque pues en México tenemos la presencia de muchas personas que han tenido que emigrar, han tenido que abandonar su país para buscar una mejor vida. Y vamos a platicar sobre su historia como periodista. Ya le decía yo en el bloque anterior que tuvo que escapar de su país vía la República Dominicana y México y que en este proceso incluso tuvo que fingir su muerte porque estaba amenazado por grupos criminales que actúan en ese país. Rodli, la dernière fois que nous avons parlé, vous nous avez raconté sur les difficultés rencontrées par les journalistes haïtiens pour faire leur métier. Peut-être qu'on pourrait reprendre la conversation sur ce sujet. Oui, et sans problème. Et comme j'ai dit lors de notre première interview, en fait, les journalistes haïtiens connaissent de grandes difficultés pour informer. Donc, c'est des journalistes qui sont obligés d'informer sous les balles. Et c'est une situation de guerre, alors que le pays n'est pas en guerre, mais on connaît vraiment des situations similaires où le journaliste est obligé d'informer sous les balles et avec toutes les contraintes qu'on connaît. Donc, impossibilité d'accès à certains quartiers et impossibilité aussi de faire des enquêtes sans risquer sa peau, sans risquer des intimidations ou des menaces. En fait, donc le journaliste haïtien est vraiment contraint à évoluer dans d'énormes difficultés, ce qui vraiment pose beaucoup de problèmes pour la liberté d'expression et la liberté de la presse. D'ailleurs, notre classement au niveau de et RSF le montre, c'est un pays qui est vraiment en déclassement total, en chute libre par rapport à la liberté d'expression, à la liberté de la presse. En 2023, on est classé 99e sur 180 pays. En fait. Et il faut vous dire que il arrive des trucs vraiment ahurissants dans le journalisme haïtien. Donc, certains journalistes se font assassiner. Seulement en 2022, pas moins d'une dizaine de journalistes sont tués dans le pays. Et ce qui était vraiment rare en 2023, des journalistes, et en 2022, fin 2022, 2023, un journaliste a été tué même à l'intérieur même d'un commissariat de police. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment d'enquête, il n'y a pas eu de justice, il n'y a rien eu parce que c'est un pays qui aime plonger dans une impunité totale, où la justice est totalement défaillante et les journalistes évoluer dans un contexte pareil quand on est journaliste, c'est extrêmement difficile. Et c'est pourquoi que moi-même, je considère les journalistes haïtiens comme des héros et voilà, et qui risquent au jour le jour leur vie pour informer cette population. Bueno, me dice que los periodistas haitianos tienen una gran dificultad para informar, tienen que pues, informar en una situación prácticamente de guerra, aunque el país formalmente no está en guerra, pues la manera en que tienen que intentar acceder a la información pues se hace en medio de las balas, con gran riesgo de hacer investigaciones, incluso arriesgando la piel. Dice que pues a nivel internacional, en cuanto a la libertad de expresión, pues Haití está en el fondo de la tabla, el número 99 de 120 países en 2023, y que pasan cosas increíbles y dramáticas con los periodistas haitianos. Dice que en 2022 hubo 10 asesinatos, incluso asesinatos dentro de comisarías de policía que no se han investigado. Es un país, me dice Rodli Santiné, que vive en la impunidad total y que los periodistas haitianos son héroes al realizar su trabajo. À un moment donné, dans votre cas, vous avez été obligé à vous auto-censurer ou à utiliser des pseudonymes au moment de publier? Oui.
Et c'est pratiquement, c'était une façon pour moi de continuer à rester en vie et parce que je suis la plupart du temps contraint de m'auto-censurer, des fois pour me faire des informations liées à Cité Soleil. Donc j'ai dû me partager ces informations à d'autres journalistes qui, eux, signent les articles ou du moins se Mhm. produisent des reportages parce que je ne pouvais pas moi-même me produire ces sujets-là en mon nom parce que je risquais gros et ma famille aussi. Donc, c'est toute la difficulté aussi du journalisme haïtien. Donc, on est vraiment et pour n'importe le simple fait d'être journaliste en Haïti, on est déjà une cible. Le simple fait, parce que et malheureusement, on ne fait pas vraiment de différence entre journalistes culturels, journalistes politiques et autres. Et même là encore, quand on est journaliste, on devrait être libre d'informer la population, parce que sans les journalistes, on ne peut pas parler de démocratie en fait. Les journalistes sont des garants de la démocratie. Donc, un pays qui se dit un pays démocratique, alors que des journalistes sont incapables d'enquêter, incapables même d'avoir accès à des informations, en fait. Et aussi, ce qui compromet beaucoup le droit d'information, le droit de savoir de la population. Et comment on peut avoir des gens qui peuvent se faire des opinions éclairées sur les phénomènes, sur les situations, sans avoir des D'accord. informations de qualité. D'accord. Alors que Il faut là nous, que je dans fasse, le journalisme haïtien, il faut que oui, je fasse encore une petite pause et nous revenons tout de suite. pas de souci. Regresamos, regresamos y traduzco lo que nos comentó sobre cómo se desarrolla el trabajo periodístico en Haití. Volvemos. Estamos conversando con el periodista haitiano Rodli Santiné, quien se encuentra refugiado en Francia después de haber huido de su país por amenazas de grupos del crimen que controlan en estos momentos Haití. Le preguntaba, pues, cómo hacer en una circunstancia tan compleja, de tanta violencia, de tanta inseguridad para sacar información y me dice, bueno, pues a veces era necesario usar seudónimos o pasarle la información a otros periodistas, porque en Haití, nos dice nuestro entrevistado, simplemente por ser periodista, y no importa si es periodista cultural o político, ya es convertirse en un blanco y que pues no hay un país que pueda llamarse democrático sin que tenga una prensa libre y en el caso de Haití las posibilidades de tener una prensa libre pues son muy escasas. En vous écoutant, Rodli, je me demande comment êtes-vous même devenu journaliste ayant une telle hostilité dans votre pays envers notre métier et comment, comment y a-t-il encore des journalistes en Haïti si on considère la situation? Moi-même, c'est le côté et, le côté d'engagement et qui m'a poussé à faire du journalisme. D'ailleurs, comme j'aime à le dire, le journalisme haïtien, c'est un journalisme de combat. On peut, on ne peut pas être journaliste haïtien sans avoir des engagements, sans prendre des positions. Moi-même, j'avais des positions clairement avérées contre l'injustice sociale, des positions pour la liberté d'expression et la liberté de la presse. Ce qui m'a motivé le plus, c'est pouvoir donner la voix aux sans-voix, pouvoir faire résonner ceux qui n'ont pas de moyens de s'exprimer, parce que le peuple haïtien a très peu de moyens de s'exprimer, en fait. Donc, souvent, on utilise surtout, et ces 10 dernières années, on utilise les gangs pour empêcher le peuple de manifester. Donc, l'idée de pouvoir contribuer, ne serait-ce qu'à mon petit niveau, à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, contribuer à faire résonner la situation des populations, parce que moi-même, j'ai grandi à Cité-Soleil, j'étais victime toute ma vie de l'injustice sociale, d'une précarité vraiment et, me, et ahurissant, énorme. Et donc, je me suis dit, le fait que j'ai cette
possibilité-là d'être journaliste. Donc, je pourrais porter la voix de ces gens-là parce que très jeune, j'étais souvent appelé à commenter et à la maison, bien sûr, on me donnait cette possibilité à commenter des émissions et de débats politiques parce que jusque-là, j'étais dans une famille plutôt politisée dans le sens que on m'invitait tout jeune à pouvoir écouter de la radio et faire ma propre opinion de ce qui se disait à la radio. Donc, très vite, j'ai développé une sorte de conscience et que j'ai par la suite, que j'ai pu traduire par la suite, que ce soit dans des émissions, même mes émissions de musique, parce que dans un nombre de temps, j'étais appelé à faire des émissions de musique et même des émissions de musique que je présentais avaient cette tonalité consciente parce que j'étais très consciente de la situation du pays Sí. et je voulais à tout prix pouvoir apporter ma petite pierre. D'accord, d'accord. Bueno, me dice, le pregunto qué es lo que lo llevó a ser periodista en unas condiciones tan difíciles, qué es lo que permite que siga habiendo periodistas en Haití con todas estas dificultades. Me dice, en mi caso personal, lo que me llevó a ser periodista es tener una posición en contra de la injusticia social y poderle dar voz a los que no tienen voz. Me dice que tradicionalmente las bandas criminales, las bandas de personas armadas se han usado en Haití para callar a la gente y entonces que los haitianos tienen muy pocas posibilidades de expresarse y que eso fue lo que lo llevó a él a querer ser periodista. Me dice, yo crecí en un entorno de mucha injusticia social, una parte de Puerto Príncipe que se llama Cité Soleil, que es un lugar muy marginal, y me dice, pues yo es lo que quise, ser periodista para poderle dar voz a los que no tienen voz y así desarroller una conciencia. Ben, Rodri, je vous remercie encore une fois pour cet entretien. Merci beaucoup. Et à vous. Muchas gracias a nuestro entrevistado, al que seguramente seguiremos buscando para entender un poco más de lo que ocurre en Haití, que como le digo, pues es una situación que es de interés público, no solo porque se trata de un país hermano en dificultades, sino también por la gran cantidad de personas haitianas que han llegado al nuestro tratando de buscar una vida mejor, en algunos casos tratando de llegar a Estados Unidos y en otro ya, pues ya asentándose aquí en México como habitantes de este país.